ma famille, mes antécédents, c'était les agriculteurs. Et du côté de ma femme, c'est la même chose. Et si bien que moi, j'ai été un petit peu isolé de ma petite enfance, c'est que mon père a été prisonnier pendant la guerre de 40. Et quand il est parti, j'avais 9 ans. Et quand il est revenu, vous voyez, je passais presque mon certificat d'études, quoi. Il faisait 5-14, je passais mon certificat d'études. Mais je me suis beaucoup mis dans cette école et je dois vous dire que j'aimais beaucoup apprendre. Et j'aurais bien aimé apprendre et continuer mes études. Et le directeur de l'école de Châtillon-sur-Seine, quand il a reçu mon papa pour me retirer de l'école, il dit « Monsieur Renaud, vous allez nous laisser votre fils, on va le faire continuer. » Ben, je ne peux pas, j'en ai besoin. Ben si, parce que mon papa, il avait besoin de ces 2 garçons pour mettre sa ferme en place. Je travaille sur l'évaluation des systèmes de culture. Donc ce que les agronomes appellent les systèmes de culture, c'est ce qu'on pourrait appeler la manière de cultiver pour un agriculteur. Quelle technique il utilise, quelle espèce végétale il cultive, dans quel ordre et tout ça. Donc j'étudie l'impact, plus particulièrement l'impact des pesticides sur les communautés vivantes du sol et plus particulièrement les oligoquètes terrestres, donc c'est-à-dire les vers de terre et des plus petits vers qu'on appelle les amphitrhéides. Mon père, à partir du moment où il s'est marié, a pris en main cette ferme et il a fait évoluer les productions. Pourquoi ? Parce que le raisin, enfin le vin de table se vendait pas très bien après-guerre et que l'olivier a été complètement détruit par le gel de 56. Et donc les 2 piliers économiques de la ferme se sont trouvés en carence et n'assuraient plus le revenu suffisant pour pouvoir en vivre. Donc il a commencé à diversifier ses productions et il a arraché les vignes pour petit à petit planter des légumes. Alors moi j'avais donc une formation d'infirmière. Et j'ai assisté donc à toute cette évolution de par notre âge, quoi. Et j'ai bien vu que Daniel était très conscient du respect de la terre. Ça, comme son père, moi aussi je l'ai connu. Mais bon, Daniel l'a mieux connu que moi avant les pesticides. Moi, j'avais ma grand-mère aussi qui était agricultrice, enfin toute la famille. Ses garçons étaient paysans travailleurs et elle vendait les produits. Un peu ce que j'ai fait dans ma vie. Vendre les produits du travail de ces hommes. J'ai été recruté à l'INRA comme assistant, c'est-à-dire là, cette fois-ci scientifique. Et on m'a donné comme sujet un sujet qui m'a paru absolument sans intérêt, qui avait déjà été donné d'ailleurs à 2 personnes avant moi, ces 2 personnes s'étant empressées de prendre la tangente pour ne pas le traiter. Il s'agissait des vers de terre. Bon. Dans le contexte de l'INRA de l'époque, nous sommes dans l'année 62, vous voyez, franchement, les vers de terre, ça ne fait pas de dégâts dans les cultures et ça ne va pas dans notre assiette. Donc ça n'a strictement aucun intérêt. Mon nom est Olivier de Scuter et j'étais pendant 6 ans, entre 2008 et 2014, chargé par les Nations Unies d'une mission comme rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation, ce qui m'a amené à voyager dans beaucoup de régions du monde, à rencontrer beaucoup d'acteurs du monde agroalimentaire et tenter au fond d'établir un diagnostic à l'attention des gouvernements. On est sous la pluie. On est sous la pluie, bon. En Normandie. Mais bon, on est habitué ici. Alors depuis 1912, les Dufour sont donc dans cette exploitation
Mon arrière-grand-père est venu finir sa carrière ici. Mon grand-père a pris la succession. Mon père, moi-même et maintenant les enfants. Donc on aura passé 115 ans pour 4 familles, hein, ce qui représente quand même aujourd'hui quelque chose d'assez chouette, parce que la transmission de cette exploitation se fait toujours avec le même siège d'exploitation et les 24 hectares qui sont autour des bâtiments. Je suis d'origine italienne. Mes parents sont venus au moment juste après-guerre. J'ai été très vite travailler et j'ai fait mes études en fait en travaillant en biologie des sols, physiologie animale, physiologie végétale. Je suis rentrée à l'Institut national de recherche agronomique comme ingénieure, mais pas du tout dans la nature, hein. J'étais sur la qualité des aliments de l'homme. Et une très belle chose m'est arrivée à ce moment-là, c'est que j'ai rencontré Claude, qui est devenu mon mari, et qui, lui, travaillait en microbiologie des sols. Et après, on a fondé ce laboratoire, le laboratoire d'analyse microbiologique des sols, en 1990. Je me suis, comme Lydia, intéressé à la nature très jeune. J'ai fondé avec des copains au lycée le groupe ornithologique parisien. Je travaillais avec Diane Fosset sur les gorilles. Enfin, j'ai beaucoup travaillé en la nature. Et ensuite, j'ai travaillé aux Indes et j'ai vu la famine. Je me suis dit qu'on ne pouvait pas protéger les animaux sauvages si les hommes avaient le ventre vide. Donc j'ai fini mes études universitaires, je suis rentré à l'agro. Et là, à l'agro, j'ai été terrifié. On nous apprenait à donner de la viande aux vaches, on nous faisait faire des choses complètement absurdes. Donc je me suis dit, ma 3e année, je vais reprendre, je partais du sol. J'ai donc fait microbiologie des sols. Je suis rentré à l'INRA de Dijon, où j'ai rencontré Lydia. Et là, j'ai été un peu effaré parce que j'ai fait ma thèse, mais j'ai compris que l'INRA était totalement dominée par les multinationales, que ce n'était pas du tout les objectifs de respect du sol n'étaient pas dans les objectifs de l'INRA. Donc avec Lydia, elle voyait que la qualité des aliments s'effondrait, moi je voyais que les sols n'allaient pas. Donc tous les deux, on s'est pris par la main et on s'est dit allez, on fonde ce laboratoire. À ce moment-là, on fumait les champs. C'est-à-dire que, voilà, comme on fonctionnait, on était sur un assolement triennal, si vous voulez. Vous aviez la base de l'agriculture ici, c'était la luzerne. Parce qu'il faut savoir comment cultiver le blé. Le blé est consommateur d'azote. Mais l'azote dans la nature, il existe. C'est-à-dire que l'azote, nous avons l'azote atmosphérique. Et c'est celui-là qu'il faut qu'on travaille. Et mon père travaillait cet azote atmosphérique. C'est-à-dire qu'il semait des luzernes et il semait des trèfles qui, eux, sont des légumineuses qui ont la propriété de prendre l'azote de l'air, comme nous quand on respire, ils prennent l'azote de l'air, qui s'en nourrissent et qui le fixent dans leur nodosité, comme la luzerne et le trèfle. Et ensuite, qui le restituent, qui le stockent dans la terre et qui le restituent pour la céréale qui, elle, consomme l'azote. Donc, mes parents, ils travaillent avec ça. Et en plus, les pailles, toutes les pailles qui étaient récoltées, qui étaient utilisées comme il y avait du bétail dans toutes les fermes, eh bien, toutes les pailles qui étaient utilisées comme on appelait ça la litière, mais c'est où les bêtes se couchaient, c'est avec ça qu'on faisait du fumier. Si bien que les champs, la terre, la ferme étaient fumées avec la paille de la ferme qui était rentrée, parce que on ne vendait pas de paille. Toute la paille qui était récoltée du céréales était battue à la batteuse, mon père avait une batteuse, et la paille était stockée et passait en litière pour le bétail. Et tout ça, c'était transformé en fumier. Et je dois vous dire que les fumiers de l'époque, moi ce que je me souviens, on pouvait y aller, le fumier sentait bon. Pourquoi ? Parce qu'il y avait l'équilibre carbone-azote. Il vous faut une unité d'azote pour 14 de carbone. Si vous n'avez pas
ce mélange-là parfaitement équilibré, votre fumier, soit il devient trop gras, soit il brûle, soit il devient du beurre. Mais on savait faire et les fumiers sentaient bon. Alors qu'aujourd'hui, les fumiers ne sentent pas bon. Il faisait très 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 attention d'observer les périodes de semis, les périodes de récolte, pour ne pas, je dirais, abîmer le sol. La terre était très 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 respectée. Et ça, c'est quelque chose que l'on a, que j'ai observé moi sur, par exemple, le temps de repos végétatif. Lorsqu'on enlevait dans une prairie, dans une parcelle, une récolte, on ne ressemait pas le lendemain matin. Il y avait un temps de préparation du sol. Déjà, ça allait moins vite parce que c'était les chevaux, hein. Mais malgré tout, il y avait des dates. Et ce n'était pas la peine de se précipiter. On attendait vraiment que le sol se réchauffe et que le sol soit dans une capacité d'avoir. C'était comme ça, des traditions. Et les calendriers étaient vraiment très tenus. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié et beaucoup repéré le comportement comme cela de ce que faisaient nos parents. Au niveau des fumures, il a toujours utilisé des engrais organiques. Il utilisait pratiquement pas d'engrais chimiques, même si on lui conseillait, parce qu'il y avait les conseillers quand même, qui passaient, qui tournaient et qui conseillaient d'utiliser les produits qui sortaient, qui assuraient une meilleure productivité, etc. Il sentait que la terre était un élément vivant et que donc qu'il fallait la nourrir avec la matière organique, quoi. Ça, c'était une de ses convictions que je partage toujours aujourd'hui. Je suis complètement d'accord avec cette idée-là. Et donc il utilisait très peu d'engrais chimiques. Donc on peut considérer que après-guerre, cette exploitation a été menée sur ce qu'on appelle le bio aujourd'hui, quoi. À l'époque, 18 chevaux, 12 vaches, on arrive à 30 animaux, une douzaine de génisses, plus les autres petits animaux. On était déjà presque à deux bovins, l'équivalent de 2 bovins à l'hectare. Ça veut dire que déjà, c'était intensif, tout en étant hyper naturel. Donc, en gros, on n'a pas réinventé aujourd'hui dans ce que l'on fait, dans l'autonomie de l'exploitation. On était quasiment aussi intensif à l'époque, en termes de rendement de prairies notamment, mais il y avait un savoir-faire au niveau des parcelles et des cultures, où là, moi, j'ai vraiment j'ai beaucoup appris de la manière dont les parents faisaient les associations de graminées, de légumineuses, pour faire la rotation des cultures. Tous les 6 ou 7 ans, on recassait la prairie pour faire une céréale. On faisait du chou fourragé l'hiver. Donc les animaux mangeaient l'hiver le foin, des betteraves, et ils allaient tous les jours, toute l'hiver, toute la période de novembre à mars, consommer des choux fourragés dans les parcelles ou du colza fourragé. Ça veut dire qu'il y avait une autonomie alimentaire totale, équilibre entre les besoins en graminées et en protéines. Nos systèmes agroalimentaires ont été façonnés dans les années 1950 et 1960, à un moment où, au fond, la crainte était celle de ne pas pouvoir produire en suffisance pour faire face à une croissance de la demande. Croissance démographique, évolution des régimes alimentaires, demande de plus en plus importante adressée à l'agriculture parce qu'il fallait non seulement nourrir la planète, mais il fallait utiliser les produits agricoles pour des fins non alimentaires. Et au fond, l'urgence était, dans les années 50 et 60, d'augmenter les rendements. C'est ce qu'on a appelé la révolution herbagère. Bon. Alors, son origine remonte à la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les Royaumes-Unis se sont trouvés isolés de leur source alimentaire, qui était largement importée. Donc, ce qu'ils ont fait,
ils ont labouré leur prairie permanente. Et quand on fait ça, on fait rentrer de l'oxygène à tour de bras, puisque le sol est oxygéné, évidemment, par les galeries de vers de terre, le labour des vers de terre. Mais d'une façon, je dirais, pondérée. Là, c'est brutalement un coup d'oxygène qui rentre là-dedans. Résultat, la matière organique morte, qui est beaucoup plus importante que la vivante dans un sol, faut pas l'oublier, se met à s'oxyder très vite, et l'azote est libéré par, on dirait, une voie mécanique, ou plutôt avec l'aide des micro-organismes. Eh bien, il fallait faire ça. Il fallait taper sur le stock et taper sur le capital, qui était le stock d'humus, qui du coup était brûlé littéralement par oxydation. Et ça permettait de faire repousser plus vite des végétaux et d'avoir une production plus importante. Alors pas seulement d'herbes, des fois c'était mis en culture, etc. Bon, et c'est ce qu'on a... Alors ça a été ensuite ramené en France après la guerre. Ça a coïncidé au moment où la France avait d'énormes difficultés d'ailleurs de soudure, comme on disait à l'époque, pour tout simplement alimenter la population. Et on a réintroduit cette technique en disant, alors on a appelé ça la révolution herbagère, la révolution fourragère, révolution, c'était la révolution, et on pouvait d'autant plus le faire que le plan Marshall fournissait des tracteurs et permettait donc de labourer. Alors allons-y gaiement. En fait, dans les années 50, la mode était à l'homogénéisation. Donc homogénéisation spatiale, temporelle, c'est-à-dire que il y avait de la monoculture, donc on cultivait toujours les mêmes variétés sur les mêmes sols, ce qui finalement appauvrit énormément les sols, puisqu'il n'y a pas de diversité. En fait, de la diversité naît la richesse, puisque si on a un paysage qui est diversifié, hétérogène, on va avoir des zones de sources et de puits pour les organismes, pour tout un tas de choses. Et donc, il peut y avoir des recolonisations de milieux qui sont appauvris, à condition d'avoir les milieux sources à côté. La vraie raison du remembrement, c'est qu'il faut regrouper les parcelles pour pouvoir faire passer les tracteurs, et donc l'agriculture intensive de pouvoir la généraliser. Une haie, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, qui produit des tas d'éléments, puis alors, disait-on aussi, qui prend des éléments dans la parcelle, donc appauvrit les rendements de la parcelle, prend une partie de la lumière, ce qui n'est pas faux. Seulement, ce qu'on oublie de dire, c'est que la haie elle-même produit des feuilles mortes, produit beaucoup d'éléments, et notamment les vers de terre sont là dans un système qu'on peut dire agroforestier. On a oublié ce qu'est l'agriculture, en fait. L'agriculture, c'est quoi, si on y réfléchit? C'est la domestication d'un écosystème. C'est ça, l'agriculture. Donc, je domestique la forêt en faisant des haies pour que mes bêtes ne se sauvent pas. Je domestique les anciennes clairières forestières qu'il y avait en Europe pour faire de la prairie, pour nourrir mes animaux. Et puis, j'ai mon champ. Donc, en fait, je domestique une complexité. Et ce qu'on a fait après la guerre, c'est leur dire non, on va vous simplifier tout ça. Vous allez arrêter de travailler du complexe. On va vous mettre toutes les bêtes d'un côté, comme dit Lydia. Donc, à partir de ce moment, on ne fait plus d'agriculture. On fait de l'agro-industrie, mais on ne fait plus d'agriculture. Ça fait 70 ans que le monde ne fait plus d'agriculture. Et aussi bien aux États-Unis que dans l'Union européenne, dans les années 50 et 60, quand la politique agricole commune a été mise sur pied, l'approche a été productiviste. Il fallait tout sacrifier pour l'amélioration de l'efficience dans la production, c'est-à-dire l'augmentation des rendements par hectare. Et ceci sans tenir compte des impacts environnementaux très considérables, sans tenir compte des impacts sur la santé des populations, sans tenir compte des impacts sur la disparition des plus petites exploitations agricoles, et sans tenir compte finalement des impacts sur les marchés mondiaux et sur la capacité des pays du Sud à subvenir à leurs propres besoins. Au lieu de perdre son temps à regarder des choses compliquées, on simplifie tout. On supprime tout d'abord, on ne met plus qu'une variété de plantes, si possible à très haut rendement, tant pis si elle exige beaucoup d'apport d'engrais, tant pis si ça entraîne l'utilisation de pesticides, ça permet d'avoir des grands rendements. C'est en fait un mode de raisonnement qui est appuyé sur une variable, le rendement. On ne regarde surtout pas ce qui se passe dans le champ. Alors les vers de terre entre autres, mais il n'y a pas que. Je ne suis pas assez borné pour tout ramener à l'étude d'un champ, à un ver de terre. Non, pas du tout. Ce que je dis simplement, c'est qu'on a tout simplement fait l'impasse. L'agronomie dominante ignore ce qui se passe dans le sol. La preuve, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai parlé
de ce que M. Riba a fait faire. Il a fait tout contrôler, les actes agronomiques, techniques, etc. Il a constaté que, hélas, les rendements baissaient, mais il ne lui est jamais venu à l'idée que c'était parce que les sols s'étaient dégradés, car dans son esprit, il n'y a pas de sol. Le sol, c'est juste un support de culture. Le sol, il est constitué de sable, de limon et d'argile. C'est ça qui fait la structure d'un sol. Contrairement à l'atmosphère et à l'eau, qui sont des milieux purement minéraux, si on parle des 3 milieux de la biosphère, l'atmosphère est purement minérale, elle est formée de gaz. L'eau, c'est H2O, c'est un milieu minéral, c'est strictement minéral. Quand il y a la matière organique dans l'eau, c'est un égout, c'est plus de l'eau. Et ça, c'est des milieux qui sont incassables, parce que les minéraux sont des attaches atomiques, et on ne peut pas détruire l'atmosphère, on peut la polluer, mais on ne peut pas non plus détruire l'eau, on peut la polluer, on ne peut pas la détruire. Le sol, c'est complètement différent, c'est un milieu organo-minéral, et les attaches qui lient la matière organique à la matière minérale, c'est-à-dire qui lient l'humus avec l'argile, sont des attaches électriques. Et sont des attaches extrêmement fragiles. Et donc, on va détruire très rapidement les sols si on ne respecte pas les lois du sol. Et à ce moment-là, c'est quand les matières organiques disparaissent avec les engrais chimiques, et ben les argiles partent dans les rivières. C'est pour ça que dès qu'il pleut maintenant, toutes nos rivières sont boueuses. C'est notre terre qui s'en va, c'est notre terre qui part. Donc, c'est un milieu organo-minéral. Et c'est unique. C'est le seul. C'est pour ça que d'ailleurs les anciens ont appelé notre planète la Terre. Ils ont eu raison. Il n'y a pas de terre sur Mars, il n'y a pas de terre sur les autres planètes. Le seul milieu où il y a du sol, parce que pour faire du sol, il faut de la vie. Matière organique, il faut de la vie. Donc le sol est issu de la vie. C'est la vie qui fabrique le sol. Sans vie, pas de sol. Dans l'Antarctique, il n'y a pas de sol. Dans le Sahara, il n'y a pas de sol. Il y en a eu autrefois quand il y avait de la vie, mais maintenant c'est un tas de sable ou un tas de cailloux. Mais ce n'est pas du sol. Le sol, c'est une alliance des argiles et des humus. La plante, pour se développer, a besoin, pour fonctionner, pour pousser, elle a besoin d'éléments minéraux. Donc il y en a un certain nombre, il y en a qui sont en grande quantité, il y en a qui sont en moins grande quantité. Les 3 plus importants, c'est l'azote, le phosphore, la potasse. Donc elle a besoin de trouver ces éléments minéraux pour se développer, pour croître. Et puis après, si elle est restituée, une fois qu'elle est morte, il va y avoir un processus de dégradation de cette biomasse, de cette matière organique, qui va être coupé en morceaux de plus en plus petits, en molécules de plus en plus petite taille. Et à la fin, on va restituer ces éléments minéraux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le processus de minéralisation. À la fin, on récupère les éléments minéraux. Dans un écosystème naturel, ça fonctionne en cycle. Et les plantes poussent, meurent, restituent les éléments minéraux qui servent à faire pousser les nouvelles plantes. Et on boucle comme ça. En agriculture, il y a une partie de la culture qui est récoltée et qui sort du système pour aller nourrir les hommes ou les animaux, le bétail. Bon. Et donc à partir de ça, le sol ne peut pas récupérer les éléments minéraux qu'il avait fournis à la culture, et donc il va falloir compenser d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et généralement, on compense par de la fertilisation. Donc ça peut être de la fertilisation organique avec de la matière organique morte, et ça peut être de la fertilisation minérale avec des engrais minéraux fabriqués par l'industrie. Ça peut être pour l'azote en utilisant des plantes qui sont capables de fixer de l'azote, qu'on appelle des légumineuses. Alors, voyez un peu à quoi ça sert, comment fonctionne l'écosystème. La plante, elle, épuise le sol en prenant tout l'azote disponible, elle en a besoin. Elle constitue ses tissus, et ces tissus-là tombent, plus ou moins morts ou vivants, dans l'écosystème, vont être... Et c'est bloqué. Heureusement, il y a les décomposeurs, et parmi eux, manifestement, les vers de terre jouent un rôle majeur, et j'ai pu mesurer les quantités. Et alors, les quantités observées, c'est de l'ordre qui passe à travers donc le métabolisme du ver de terre, c'est-à-dire à partir du tube digestif dans le ver de terre, puis ensuite le ver de terre l'excrète. Essentiellement, un ver de terre, c'est un peu comme une limace. Il fonctionne avec des mucus. Vous voyez, des limaces, ça ne se déplace pas vraiment sur le sol. Vous voyez la bave qui se déplace. Eh bien, eux, dans leur galerie, ils font pareil. Ils ont des mucus, ils glissent en fait à l'intérieur de l'organe de mucus. Or, ces mucus sont largement riches en azote.
les micro-organismes les attaquent tout de suite, parce que c'est aussi une source d'énergie, et tout de suite cet azote passe dans les racines. Vous voyez, la boucle est bouclée, la plante a pris, et elle reprend, une fois que grâce à un jeu où les vers de terre et les micro-organismes, parce que là il y a une collaboration étroite, vont redonner à la plante, et ainsi de suite. Oui, c'est même 80% de la biomasse du monde est dans le sol. C'est-à-dire que c'est formé, vous avez d'abord la faune, qui se divise en 3 grands groupes. La faune épigée qui vit à la surface du sol, cette faune, elle va avoir comme rôle de manger tout ce qui tombe sur le sol. Donc tous les déchets des plantes, tous les bouts de bois, les feuilles, etc., les transformer en excréments. Et ces excréments vont être attaqués par les champignons, qui sont les organismes dominants pour attaquer la lignine. La lignine, c'est la matière avec la cellulose la plus fabriquée par les plantes. Et les champignons, comme spécificité, il y a quelques bactéries lignolytiques, mais c'est essentiellement les champignons qui dégradent la lignine, et ils vont la transformer en humus. Donc en fait, en automne, quand les feuilles tombent, la faune fait des crottes, mange, fait des crottes, les champignons attaquent et vont fabriquer de l'humus. Et puis vous avez ensuite une autre faune qui est la faune endogée qui, elle, va nettoyer toutes les racines mortes des plantes, parce que les plantes produisent beaucoup plus de racines que de parties aériennes. Et heureusement, il existe une faune qui décompose ces racines mortes et qui vont permettre de faire des galeries, d'aérer le sol et de permettre aux racines nouvelles de réenvahir le sol. Donc cette faune endogée, elle, va aller jusqu'au contact de la roche, c'est-à-dire elle suit la racine. Et la racine, elle attaque avec ses acides, elle attaque la roche et elle la transforme en argile. Donc le sol, si vous voulez, il pousse par les 2 bouts. Vous avez la roche qui donne des argiles, la matière organique qui donne des humus à la surface. Et comment argile et humus se rencontrent grâce à une 3e faune que tout le monde connaît, c'est les grands vers de terre, les lombrics qui font des galeries verticales et qui vont constamment mélanger la matière organique avec l'humus et fabriquer justement cette peau du sol. Donc oui, c'est un milieu très très organisé. Quand vous arrivez avec une grosse charrue que vous détruisez tout ça, vous cassez le sol. Il s'agit d'un dispositif expérimental de longue durée qui s'appelle la cage. Il a été mis en place en 1997 à Versailles, ici. Il fait 8 hectares, donc il est réparti en fait en 2, ce qu'on appelle des blocs, c'est-à-dire qu'il y a 2 fois le même jeu de parcelles qui est répété. Et donc c'est un dispositif qui a été mis en place pour tester des systèmes de culture. Donc non pas des pratiques indépendamment les unes des autres, mais un système de production dans son ensemble. Avec différents types de cultures. Donc le système de culture comprend l'itinéraire technique, à savoir les pratiques qui vont être faites dans les parcelles, et les rotations de culture, c'est-à-dire l'enchaînement des cultures dans le temps. Donc ici, en fait, on a 4 systèmes qui sont comparés. Il y a un système qui est appelé ici système intensif, qui sert de référence. Donc c'est un système qu'on peut appeler conventionnel, en agriculture conventionnelle. Il y a un système donc, en production intégrée, donc, où le travail du sol, les interventions de travail du sol et les pesticides sont, les intrants sont un petit peu diminués. L'agriculture biologique, donc le système en agriculture biologique qui respecte la charte, le cahier des charges de l'agriculture biologique française, donc sans intrants chimiques. Pas d'apports minéraux, pas de pesticides, et dans cet essai-là, il n'y a pas d'apport organique non plus. Et le système sous couvert végétal permanent, donc en fait c'est un système dans lequel il n'y a aucun travail du sol, donc pas de labour, c'est en semi-direct, et il y a un couvert végétal permanent en surface du sol, et la culture d'intérêt est implantée et semée dans le couvert végétal. Hop, alors vas-y, hop, ok. Après, là, il y en a un autre. Là, il est gros, celui-là. Allez, viens. En fait, vous voyez, il veut pas, il croit que c'est un oiseau. Donc, en tant qu'écologue du sol, moi, je me suis intéressée plus particulièrement donc, aux vers de terre. Donc, quand j'ai été, pendant ma thèse, j'ai réalisé des prélèvements des communautés de vers de terre dans 3 des 4 systèmes, à savoir le système intensif, le système en biologique et le système sous couvert végétal. Et donc, j'ai fait des prélèvements sur 2006, 2007 et 2008. Et donc à l'époque, j'avais constaté qu'il y avait, donc, en termes d'abondance totale, il n'y avait aucune différence entre les 3 systèmes.
Donc c'est rigolo de se dire que finalement, il peut y avoir autant de vers de terre dans un système que dans un autre, labouré ou non, avec des pesticides ou non. Par contre, on avait des très très fortes différences en termes de composition en espèces, puisque le système sous couvert végétal va accueillir des espèces, des individus beaucoup plus gros, donc des espèces beaucoup plus grosses, tout simplement parce qu'il n'y a pas de perturbation physique de l'habitat. Les systèmes qui sont labourés, à savoir le système intensif et le système en biologique, avec du labour, on va trouver des vers de terre qui sont beaucoup plus petits. Par contre, il peut y en avoir plus. Ils peuvent accueillir plus de vers de terre, mais ils vont être plus petits. Donc, au final, en termes d'abondance, ça se compensait. Par contre, en termes de biomasse, il y avait beaucoup plus de poids finalement de vers de terre dans le système sous couvert végétal. Et donc, à l'époque, l'essai avait à peu près une petite dizaine d'années. Je n'avais pas mis en évidence de différence ni d'abondance, ni de biomasse, ni de nombre d'espèces, donc de diversité, entre le système biologique et le système intensif. Donc à l'époque, je m'étais dit que finalement, ce qu'on appliquait en système intensif ne nuisait pas forcément aux communautés en place. J'ai fait de nouveaux prélèvements de vers de terre dans cet essai, donc en 2011, 2012, 2013. Donc là, l'essai avait une quinzaine d'années. Et j'ai vu des résultats très différents qui m'ont beaucoup surprise. Donc le système en SCV, il avait continué d'augmenter, c'est-à-dire que les densités de population avaient continué d'augmenter et de s'accroître en termes pour les espèces assez les grands vers de terre. Et puis en ce qui concerne le système biologique, là, il y avait eu une différenciation par rapport au système intensif qui s'était opéré. Et il était devenu beaucoup plus proche du système sous couvert végétal que du système intensif, le surpassant même parfois en abondance et pas en biomasse mais en abondance. Pardon. Comment on peut expliquer, peut-être c'est pas encore possible de le faire, mais comment tu peux expliquer ça en fait, cette évolution dans le temps? Alors en fait, quand on va arrêter, donc dans le système sous couvert végétal, quand on va arrêter de labourer, donc là c'est un impact, un effet physique, il va y avoir une modification assez rapide du système, puisque certaines études montrent que quand on arrête de labourer, les communautés peuvent se rétablir 1 an, 2 ans, 3 ans, dans les quelques années qui viennent. Par contre, quand on arrête de mettre des pesticides, bon ça c'est pas très bien connu en fin de compte, mais dans cet essai, je me suis rendu compte, et d'autres l'ont mis aussi en évidence, qu'il y avait un effet sur un pas de temps plus long des pesticides. Ça peut être lié à différentes choses. Dans ce cas-ci, il se peut qu'il y ait eu une rémanence, moi je parle de rémanence, de ces molécules dans les sols, puisqu'il va y avoir la molécule mère, celle qu'on applique volontairement sur les cultures, et il y a aussi ce qu'on appelle les métabolites, donc les composés enfants, quoi. C'est-à-dire qu'en se dégradant, la molécule il va y avoir l'apparition de nouvelles molécules dans le sol, et parfois, les métabolites sont plus toxiques que les composés parents. Il y a aussi le fait que les molécules peuvent se lier aux matières organiques et, au fur et à mesure du temps, se délier et donc être de nouveau disponibles pour les organismes du sol. Alors, dans le système conventionnel, il n'y a pas 0 vers. Il y en a des vers de terre, mais on a des densités de population qui sont nettement inférieures à celles qu'on peut trouver maintenant dans le système biologique et dans le SCV. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'entre cette fameuse période où j'étais en thèse et puis là, quand je suis revenue quelques années après, donc entre 10 et 15 ans d'essai, le système conventionnel, lui, n'a pas bougé. Donc c'est vraiment les systèmes qu'on appelle alternatifs qui ont, eux, évolué. Bon, ça laisse un peu d'espoir peut-être mais ça veut dire qu'il faut du temps. Ça veut dire qu'il faut du temps, et ça veut dire aussi que parfois les résultats contrastés qu'on peut trouver dans la littérature, dans des études, ils peuvent être dus au laps de temps qu'on a laissé avant de venir faire les prélèvements.
effectivement plus de vers de terre pour faire fonctionner le sol. Alors ils ont été tués de différentes manières. Ils ont été tués mécaniquement par la charrue. Mais enfin, il ne faut pas non plus tout reporter là-dessus. Une charrue qui passe, surtout accompagnée de vols de mouettes, par exemple, qui suivent la charrue pour manger les vers de terre, bon, effectivement, détruisent les vers de terre. Mais comme les vers de terre se reproduisent en excès, ça pourrait se compenser. Seulement, il y a la suite. On désherbe pour surtout laisser que du blé, qu'il n'y ait pas de plantes compétitrices, comme je vous ai dit tout à l'heure, le coquelicot. Alors non, pas de coquelicot dans nos champs, c'est fini. Bien, du coup, l'énergie et la diversité végétale qui arrive au sol devient nulle, extrêmement basse. Alors ça nourrit plus son homme, je dirais, et ça nourrit plus les vers de terre. Pire, on a employé des fongicides, évidemment, non évalués pour ce qui se passe dans le sol. Actuellement, aucun pesticide n'est étudié par rapport à ce qui se passe dans un champ. On regarde seulement, c'est la démarche, dans des études de laboratoire, les problèmes de toxicité théorique sur l'homme, sur quelques animaux de référence, dont un ver de terre de laboratoire, et puis ce qui se passe au champ, on ne regarde pas. Et alors évidemment, si on va aller voir si le fongicide, c'est-à-dire qui lutte contre les champignons, a bien détruit les champignons, oui, c'est bien le cas, bravo, on est content. Et on regarde également si le pesticide qui tue les pucerons les a tués, oui, bravo, on est content, donc on va le refaire l'année prochaine, enfin l'année suivante. Que ce pesticide ou ces fongicides tuent les vers de terre, ça, on ne le voit pas, puisque ça ne se voit pas, et qu'on n'a pas l'intention de mesurer ni de le voir. En écotoxicologie, on est à la fois sur le terrain et à la fois au laboratoire. Donc en écotoxicologie traditionnelle, c'est-à-dire telle qu'elle est pratiquée depuis ses débuts, on travaille plutôt sur des espèces modèles, comme Mesenia foetida, dont on a discuté, qui est l'espèce utilisée pour l'homologation des pesticides, dans des conditions contrôlées, dans du sol qui est parfois du sol artificiel. Et en fait, dans ma démarche de recherche, j'ai voulu aller vers une vision plus intégrée de l'écotoxicologie et donc la rapprocher de l'agroécologie. Et ça nécessite de prendre en compte le système dans son ensemble, de travailler sur des espèces qu'on trouve au champ, de travailler sur des sols naturels. Et donc, éventuellement, on échantillonne les communautés et les populations au champ et ensuite on les élève au laboratoire. Mais elles sont issues de milieux naturels. Entre 1970, où je quitte les études, et début 71, et la période d'installation, on l'a préparée, papa ayant une fatigue importante, on parlait vraiment beaucoup de ce projet d'installation, tout en donnant un objectif de faire ce que je venais d'apprendre dans ma formation. Et à cette époque-là, le conseil du technicien d'élevage qui venait de la coopérative disait 24 hectares. À cette époque-là, déjà, avec mes parents, on était rendu à une vingtaine de vaches. 24 hectares, 45 vaches. 24 hectares, 45 vaches. Hallucinant. C'est-à-dire qu'en faisant le retournement des prairies et en implantant le maïs, et en faisant en sorte qu'après un maïs, on mettait un régras d'Italie, azoté fortement. Et donc, tous les ingrédients étaient réunis dans les chiffres pour faire en sorte qu'on puisse nourrir sur chaque hectare, qu'on passe de 1,5 bovins à 3. Et le technicien nous avait vendu cela, et pour moi, c'était plausible. Mes parents n'y croyaient pas.
Et le propriétaire, lui-même, au moment du projet de mon installation, quand il est venu, parce que nous avions l'ambition de construire un bâtiment pour accueillir les vaches, le propriétaire disait, bien qu'il était un curé, un doyen là, dans un canton voisin, il disait « Mais François, y aura-t-il un jour 45 vaches à la Binolée? Est-ce bien raisonnable? Au-delà de 30, as-tu la capacité ?» Et je lui disais « Oui, j'ai appris ça à l'école, je pense qu'on doit le faire. » Et je me souviens, dans ces années-là, il y avait à la Seine un producteur qui, lui, s'est déclaré producteur bio, quoi. Et je me souviens de réunions avec lui et avec les autres agriculteurs où le pauvre, il était très très malmené, quoi, par l'ensemble des autres producteurs qui le considéraient comme un arriéré total, quoi. Et moi j'essayais d'être un peu le modérateur dans tout ça, mais effectivement, les agriculteurs étaient complètement manipulés, quoi, par l'environnement, mais en même temps, ceux qui appliquaient ces méthodes avaient des résultats qui étaient des résultats visibles et qui amélioraient incontestablement l'économie de leur entreprise, quoi. Donc à partir du moment où il n'y avait pas la démonstration qui était faite qu'il y avait des côtés négatifs, qu'on a découvert bien après, mais au départ, il n'y avait pas de raison de ne pas utiliser ces méthodes, quoi. Alors ça, cette technique a été tout à fait prônée par l'INRA notamment. J'ai moi-même assisté en tant qu'aide de laboratoire, je commençais tout juste, à des parcelles de démonstration qu'on faisait en Normandie, hein, et dans des endroits où il y avait des prairies permanentes avec des pommiers encore à l'époque. Et hop, on retirait les pommiers, on labourait tout ça, et on mettait effectivement des plantes gourmandes qui allaient croître très vite, c'était parfait, ça faisait de belles prairies, il y avait beaucoup d'herbes. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils labouraient, puis ils amenaient des pesticides, le DDT à l'époque, qui depuis a été interdit, pour tuer toutes les larves d'insectes qui mangeaient effectivement les herbes. Alors les herbes n'étaient plus mangées, c'était formidable. Quand on cultive sous serre, les premières années, on n'a pas de problème, mais les problèmes arrivent après. Les problèmes arrivent après, c'est-à-dire qu'on crée les conditions favorables à l'élevage des parasites et qui sont là d'une façon permanente parce qu'ils ne sont pas éliminés par des périodes de froid ou par des cycles de saison. Et puisqu'on crée un milieu qui est quand même légèrement artificiel, qui est presque de la contre-saison, lorsque l'on décide de produire beaucoup plus tôt, quoi. Et donc les parasites se reproduisent finalement toute l'année, alors que dehors il y a des cycles et des périodes sur lesquelles certains parasites disparaissent complètement et puis redémarrent à d'autres périodes. Donc là, petit à petit, on crée un climat favorable au développement de certains parasites et au bout d'un moment, on commence à avoir des problèmes. D'où après l'utilisation de pesticides pour éliminer les problèmes que l'on avait soi-même créés par une artificialisation des modes de production. Et donc là, effectivement, il y a tout l'éventail des pesticides qui permet de lutter contre le puceron, l'acarien, les trips, toutes les parasites que l'on peut avoir dans les cultures sous serre, outre le fait qu'on a des problèmes de parasites du sol, comme les nématodes, qui mettent en l'air complètement les possibilités de production, donc désinfection des sols, donc là, avec les produits chimiques qui permettaient de désinfecter les sols pour éliminer les parasites. Bon. Donc on était complètement dans ce truc, quoi, parce que c'était conseillé par les techniciens agricoles, par les chambres d'agriculture, par les commerçants qui passaient pour vendre leurs produits. Et il n'y avait pas a priori, si on respectait les délais et les délais de traitement avant récolte et les précautions à prendre lors de la mise en place de ces produits, a priori, il n'y avait pas de danger, nous disait-on, quoi, hein. Et les gens, ils avaient faim. On nous a demandé de produire. Mais l'agriculture conventionnelle, l'agriculture chimique, elle arrive juste à pile pour nourrir l'humanité qui avait faim. Et ça, on a eu du plaisir, on a eu du plaisir à nourrir le monde. Ça, on n'est pas compte des conséquences pour l'avenir. Mais au départ, pour nous,
on n'avait pas le choix, il fallait bien travailler comme ça. Et puis, ça s'en est. Alors, finalement, le nitrate, ça nous a emmené où? Le nitrate nous a emmené au désherbant obligatoire, ça nous a emmené au fongicide obligatoire, et ça nous a amené à l'insecticide obligatoire. Pourquoi? Parce qu'à force de mettre de l'azote, on avait un excès de sève dans notre blé. Et qui régule l'excès de sève? C'est l'animal, c'est le puceron. Donc nous, on était complètement dans ces performances de production, de productivité, de techniques innovantes. Et moi, j'étais en plus président du groupement de développement agricole, et j'essayais d'expliquer aux agriculteurs qu'ils devaient aussi aller vers ces techniques-là qui permettaient d'avoir des résultats qui étaient spectaculaires au niveau des rendements, au niveau des produits. C'était magnifique, hein, les récoltes étaient superbes et économiquement ça tournait très très bien. Depuis 1950, on a intensifié globalement l'agriculture et on l'a spécialisé beaucoup. Donc on est passé d'un système dans lequel il y avait toujours un petit peu des productions végétales et des productions animales à un système où il y a des zones dans lesquelles il n'y a pratiquement plus de production animale, et puis à l'inverse des zones dans l'ouest par exemple où il y a énormément de production animale. Bon. Et donc, ici, par exemple, on a une assez faible possibilité d'avoir de la matière organique à apporter parce qu'on n'a plus tellement de production animale autour. Voilà. Donc, et ça s'est traduit concrètement par le fait qu'il y avait des prairies permanentes, que les gens qui ont abandonné l'élevage les ont retournés pour faire des grandes cultures. Et quand on fait ça, on sait très bien qu'on avait 3-4% de matière organique et qu'on va descendre à 2%. Donc derrière, il y a moins de carbone dans le sol, il y a moins de nourriture et de toute manière, il y a moins d'organismes du sol. Voilà. Donc ça a été un des moteurs. Un autre moteur, c'est que quand on regarde les tracteurs de 1950, ils n'étaient pas bien gros. Et donc, ils ne pouvaient pas faire des labours très profonds. Donc, on a eu des tracteurs de plus en plus puissants. Et dans un premier temps, on a beaucoup accru la profondeur de labour, ce qui a aussi joué d'ailleurs sur la quantité de carbone. Donc, on a labouré globalement plus. Parce qu'on pensait que c'était bien de labourer beaucoup. Je veux dire, voilà. Et que maintenant qu'on en avait les moyens, autant le faire. Voilà. Et puis l'intensification, elle est aussi passée par l'utilisation de pesticides qui a globalement augmenté et qui a sûrement eu des impacts négatifs sur les populations de vers de terre. Voilà. Donc c'est un peu tous ces mécanismes conjoints qui se sont traduits par le fait qu'on a des sols qui ont moins de nourriture, qui sont souvent beaucoup perturbés et puis qui ont connu des décennies d'utilisation de produits qui sont des produits chimiques, qui sont des biocides, hein, qui tuent la vie. Pourquoi on a amené tant de fertilisation? On va prendre l'exemple de l'azote. L'azote, elle avait été, ça a coûté très très cher pour faire Pendant la guerre, on a fait des usines pour faire cet azote, pour pouvoir faire de la poudre à canon, pour pouvoir tuer les hommes. Quand la guerre a été finie, qu'est-ce qu'on allait faire de ces usines? C'est peut-être monstrueux ce que je suis en train de dire, mais il y en a plein qui le pensent vraiment, et moi je le pense personnellement. Ces usines, qu'est-ce qu'on en allait faire? Cette production d'azote, et les industriels avaient mis beaucoup d'argent. Et à la fin du 19e, un scientifique avait montré que si on mettait de l'azote, et après phosphore et potassium, on allait augmenter les rendements. Donc on demandait, le prétexte qui était peut-être vrai, c'est que les Français, il fallait donner à manger, il fallait la guerre venait de passer. Et ça a été, ils se sont engouffrés là-dessus. On a arrêté de faire de l'azote pour tuer les hommes, et quelque part, on l'a fait pour le sol. Et je pense, moi, personnellement, que les multinationales savaient très bien
qu'en mettant trop d'azote, sans donner la clé aux agriculteurs, c'est-à-dire que en mettant de l'azote, mais si il fallait continuer à mettre de la matière organique, et comme on a, après la guerre, on a mis, comme je l'ai dit, les bêtes d'un côté, les céréales de l'autre, c'était évident que les agriculteurs n'allaient pas remettre de la matière organique. Et la fertilisation, l'azote, trop de fertilisation, a consommé trop violemment la matière organique et ça a été le début de la dégradation des sols. Et les gaz de combat, les organochlorés, qui ont massacré les gars en 14, il a bien fallu aussi que ces usines recyclent les organochlorés. Ils ont été recyclés, transformés en DTT, et tous ces gaz de combat ensuite sont entrés en agriculture. Et après la guerre du Vietnam, comme on avait demandé de créer des herbicides pour dénuder les forêts, pour pouvoir tirer sur les Vietcong, on s'est retrouvé avec l'agent orange, qui est devenu ensuite d'abord le 4D, puis ensuite le Roundup, qui a été recyclé dans l'agriculture. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que ce n'est pas du tout de l'utopie. L'agriculture industrielle d'après-guerre est un recyclage de toutes les industries militaires dans l'agriculture, pour tuer la vie au lieu de tuer les hommes. Montrez-moi qu'il y avait une famine dans les années 50 en France. Quoi. Démontrez-le. Quoi. Ça, c'est faux. Hein. Quand on nous dit on est passé à ces méthodes-là parce qu'il fallait nourrir la France, c'est bidon complet. Donc c'est un argument pour introduire des méthodes productivistes, soit par ceux qui avaient intérêt, que c'était les marchands de matériel, parce qu'il fallait bien convertir les usines qui fabriquaient des tanks et ils ont fabriqué des tracteurs, et ceux qui fabriquaient la poudre à canon se sont mis à fabriquer des engrais, etc. Mais il fallait bien convertir tout ça. Alors c'est le gros principe, il fallait nourrir la France. On s'est permis des choses que finalement, sans grand principe de précaution, si vous voulez. Quoi, hein. Mais pour moi, c'est un argument bidon, quoi, hein, ça. J'avais un ami qui travaillait à l'agence de l'eau. Il était tenu au secret. Il y a 30 ans de ça. Il me dit, écoute, j'analyse l'eau. Il me dit, Bernard, ton système, il faudrait que tu le révises parce que je commence à trouver les nitrates dans l'eau. Il me dit, il faut que tu saches que les nitrates, on tolère 25 mg. On tolérait 25 mg. On est obligé pour consommer l'eau de remonter on vient de remonter à 50. Toi, il y a un problème. Et ça fait déjà quelques années. Et maintenant, je commence à découvrir des pesticides. Tu gardes ça pour toi, qui me dit. Parce que je suis tenu au secret dans mon métier, mais c'est comme ça. Et là, ça devient grave. Alors, il faudrait peut-être que tu révises ton système. On s'installe dans un modèle qui est celui que j'apprends à l'école. 5 ans après, 4 ans après, on se dit, mais financièrement, comment ça se fait? On bosse beaucoup, on applique ce que l'on nous a plutôt inculqué. En balayant ce que nos parents faisaient. Et on avait un peu de nostalgie, on se disait, c'était pas moderne nos parents, c'était pas moderne, maintenant c'est la mécanisation à outrance, donc on se lance dedans. Et moi 4 ans après, on se dit, mais on bosse beaucoup, on n'a pas de revenus. Un autre phénomène qui m'a inquiété fortement à l'époque, c'était quand même le fait que quand on faisait consommer du maïs à nos animaux, on allait chercher ce fameux soja. Et donc, en achetant du soja brésilien, argentin, déjà à l'époque, je me disais, mais attends, il y a un problème, quoi, parce que il a traversé les océans, ce soja. Des protéines pour équilibrer les rations de nos ruminants, d'aller le chercher là-bas. Pour moi, c'est un moment, il y a eu un flash, quoi. Et je me suis dit, ça, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. Et donc, il faut s'arrêter, réfléchir et changer. Mais pour ça, comment on fait? Alors, les institutions agricoles, la chambre d'agriculture, je me tourne vers elle et je lui dis, et je dis à mon technicien, qui était le salarié de la chambre d'agriculture, je lui dis, il faut qu'on se pose des questions pour remettre des protéines, et notamment des luzernes et des trèfles dans les prairies, et puis qu'on réduise nos coûts de production, et y compris qu'on rééquilibre le travail tout au long de l'année dans un métier acceptable. Voilà. Et à ce moment-là, l'institution qui est la Chambre d'agriculture me lâche, et parce qu'on sort du rang, quoi. Et j'ai plus personne à m'aider. Les tonnes engrais, elles étaient vides, je mettais de l'eau et on ramenait l'atomiseur, l'appareil, pour faire le plein. Et il fallait que ça fonctionne, on mettait la sauce, et chaque fois que vous mettiez les pesticides, vous mettiez les produits dans l'eau, c'était génial parce que ça faisait de la mousse,
Vous avez des couleurs magnifiques. Vous aviez du rouge, vous aviez du bleu, vous aviez du violet. Ça, je sais que ça débordait. Et chaque fois que ça débordait, vous voyez les tonnes, faudrait que elles sont derrière vous là-bas. Et ça débordait, et puis bon, il y avait plein de mousse. Et quand il pleuvait, ça descendait dans le jardin. Et puis, l'année suivante, ma femme me dit, tu vois où que ça a débordé? Regarde, il ne pousse plus rien. Alors tu vois, j'aimerais bien que dans le jardin, tu ne mettes pas de ça, parce qu'on n'en met pas. Puis quand elle me dit ça, je me dis, oui, on n'en met pas dans le jardin, on se nourrit de notre jardin, mais dans mes champs, ça n'est que là que j'ai compris que j'étais un paysan pour nourrir les gens, je n'avais pas compris avant. Mais il fallait que je le vive à travers leur jardin, vous savez ce que me disait ma femme, à travers ce que me dit, tout à l'heure, ce que je vous ai dit, le gars qui travaille dans l'agence de l'eau, à travers une technicienne qui sortait, une jeune technicienne des maisons de pesticides, qui me dit, au pied de mon atomiseur, qui me dit, Monsieur Renaud, j'avais 55 ans, elle me dit, Monsieur Renaud, vous êtes un inconscient. Pardon? Vous êtes un inconscient, Monsieur Renaud. Mais pourquoi vous me dites ça? Vous manipulez nos produits sans gants, sans masque et sans combinaison. Ah bon? C'est dangereux comme ça? Puis je dis ça à ma femme, elle me dit, oui, t'as pas vu, t'as la tête de mort sur tout tes machins. Les femmes comprennent, les femmes ont un sens intuitif que nous. Nous, on tape dans la bosse, les paysans tapent dans la bosse, et puis on produit, on est là pour produire. Ma femme me remettait ça en cause, mais elle me laissait faire, quelque part. Et puis, elle me dit, ah, tu sais le jardin? Puis je me dis, ben oui, mais dans le jardin, je remets en cause mon travail de paysan. Excusez-moi, mais c'est comme ça. J'ai toujours appris pendant toute ma carrière professionnelle à combattre un parasite. Et pour combattre un parasite, on me donnait des kalachnikovs. C'est-à-dire qu'on me disait, ben voilà, avec un problème du puceron, le puceron, voilà, le produit, tu balances un coup de kalachnikov, tu n'as plus de puceron. Bon. Et je me suis rendu compte que finalement, si on a des coccinelles, on n'a plus de pucerons. Si on n'a pas d'engrais azoté, on a moins de pucerons. Si on a certaines pratiques, eh bien on a des plantes équilibrées. Et une plante équilibrée, c'est une plante qui sait résister aux parasites et aux maladies, quoi. Parce qu'elle trouve dans le sol ce qu'il faut pour se défendre. Et puis, je dis ben maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec nos terres? Parce que là, Claude Bourguignon, il fallait qu'on le fasse venir. Puis il vient là. Puis il analyse mon sol. De ce que j'en ai compris, c'est peut-être pas ça. Mais enfin, ce que j'ai compris, c'est qu'une terre, elle se... Vous voyez, la pierre, elle devient terre au bout de milliers d'années. Si on la conduit bien. Et si elle n'est pas bien conduite, elle se reminéralise, elle retourne à l'état. Comment? Ma terre là, que je lui dis, il me dit oui. Voilà, c'était le coq de tout. Et là, quand on a 55 ans, qu'on pense à commencer à penser à remettre la ferme. Mais je me dis, oh, mais la terre que m'a donnée mon père, mais j'ai fait ce que j'ai voulu que le nitrate, quand j'ai vu l'effet que ça fait, que de 20 unités que j'ai commencé, j'étais à 220 sur les blés, 240 unités sur les colzas. Mais je me dis, mais le jeune qui va revenir là derrière, mais comment il va faire? Il ne peut pas vivre de ça, c'est pas possible. Et donc je me tourne vers quelques autres paysans que je vais comme ça chercher, 3 ou 4 dans l'Orne, 3 ou 4 dans la Manche. Et puis on se retrouve et on discute ensemble et puis on se dit bon, non, faut qu'on revienne à quelque chose avec la raison qui l'emporte, quoi. Et donc à partir de là, on a complètement modifié. Mais on était donc installé depuis 5 ans avec un endettement très fort, un besoin de production importante par vache. Donc, notre nouveau système que l'on souhaitait mettre en place, il fallait qu'il soit efficace. Parce que si on vendait moins de produits, je ne pouvais plus payer mes dettes et je m'écroulais. Et puis, le regard autour. On s'imagine, 1980, remettre en cause le productivisme dans la ferme. Si on ne s'en tire pas,
on va dire, a eu la honte, quoi. Hein. Et donc à partir de là, on ne pourra pas non plus nous, je ne vais pas dire exporter le modèle, mais montrer qu'on est capable de faire autrement. Donc c'était un sacré pari, hein. C'était un gros défi. Hein. Il fallait vraiment gagner sur tous les fronts. Non, vous voyez, quand on a reconnu l'affaire, quand on est passé en biodynamie, il faut savoir que là, il a fallu que je reprenne vraiment mon métier. Il a fallu que j'essaye de savoir comment mon père travaillait. Hein. Et j'avais une petite AX, je dois vous dire, je l'ai usée d'aller voir des paysans parce que on se reconvertissait ici, mais mon ami qui lui reconvertissait, il était à 60 km de là. Et bien que des bio, il n'y en avait pas dans le coin. Alors tous les organismes dont j'ai fait partie, les CETA, Centre d'études techniques agricoles, GBA, Groupement de vulgarisation agricole, Groupement de comptabilité, qu'est-ce que je veux vous dire, CUMA, tout ça, que j'ai fait partie, tous les organismes dans lesquels j'ai travaillé m'ont fait venir pour que je leur raconte pourquoi la reconversion. Je n'ai fait qu'une réunion dans tous ces organismes-là. Et quand je suis rentré de la dernière, j'ai dit à ma femme, tu vois, maintenant on doit garder le silence. Il faut se consacrer à notre ferme parce qu'on doit le prouver sur la ferme. Mais on arrête de parler. Parce que les copains, ils avaient pensé que j'avais pété un plomb. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en réduisant les coûts de production, beaucoup moins de semences, beaucoup moins de produits de traitement chimiques et autres, des frais vétérinaires qui ont été divisés par 2 en l'espace de 2 ans, et puis ensuite par 4. Ça veut dire des animaux en bonne santé. Et donc beaucoup moins de pertes et d'animaux allant vers l'équarrissage. Beaucoup moins de problèmes en fait. Et on s'est rendu compte qu'en restant sur une petite surface, rien que par la baisse des coûts de production et des dépenses, en fait tous les ans on engrangeait et du revenu et de la capacité d'autofinancement pour rembourser la banque. Donc au bout de 4-5 ans on s'est dit super, on a gagné. Dans un premier temps, on a paillé le sol avec des bâches plastiques. On a fait un faux semis, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on a fait sortir toutes les mauvaises herbes, on germait sous le paillage, donc cet été. Ça a permis d'assainir le sol en fait, parce que les herbes se mettent à germer et au contact du plastique, elles brûlent directement. Donc ensuite, dans un second temps, on peut venir mettre en place une culture avec un sol complètement vierge de toute graine quoi, hein, qui pouvait s'y trouver auparavant. Même si après avec le vent etc. ça peut se ressemer, comme vous pouvez voir il y a des herbes partout. Mais sur la butte, de manière générale, on peut voir globalement qu'il n'y a que des fans de carottes. Hein, c'est un peu ça la nouvelle méthode. Après ça a été un peu à tâtons hein, au fil des ans de tester différentes méthodes et de voir un peu l'évolution, si ça marche ou pas, quoi. C'est une technique qui fonctionne excessivement bien chez nous et qui peut être utilisée pour tout ce qui est semi-direct et en particulier toutes les plantes qui ont une levée qui est longue. C'est vrai pour les carottes, c'est vrai pour les poireaux et c'est vrai pour les oignons et l'ail. Donc ce sont les cultures qui en général nous posent problème parce qu'elles ont une croissance lente par rapport à l'herbe naturelle. Donc dans la nature, on va essayer d'abord de comprendre dans un écosystème, qu'est-ce qu'il faut préserver et quelle est la vie de ce que l'on veut préserver. On parle beaucoup aujourd'hui de paillage vivant. Hein. Le paillage vivant, hein, c'est cultiver au travers une couverture du sol. Cette couverture végétale du sol a pour effet d'enrichir le sol et de cultiver à travers ce paillage vivant plutôt qu'un paillage inerte comme un paillage plastique. Et je trouve que là, c'est de l'innovation et ça part de la connaissance scientifique
que l'on a de l'ensemble des phénomènes qui peuvent intervenir du vivant, qu'on peut arriver à améliorer encore plus nos pratiques sans intrants chimiques. Après, on peut s'appuyer aussi sur des huiles essentielles qui sont extraites de plantes qui, naturellement, émettent des répulsifs pour se protéger de certains parasites. Et si on tire une huile essentielle de ces plantes, eh bien, on arrive à créer un espace répulsif pour certains parasites qui pourraient venir sur nos cultures. Donc, ça empêcher qu'il y ait des vols de parasites qui atterrissent sur les cultures qu'elles aiment bien, quoi. Donc ça, c'est des techniques qui sont d'avant-garde, hein, et qui sont encore peu développées, mais dont les résultats, nous, ça fait 3 ans qu'on expérimente et on commence à avoir des résultats excessivement intéressants, quoi. L'agroécologie tente non pas de simplifier la nature, mais de comprendre sa complexité et de jouer de cette complexité pour travailler avec elle plutôt que contre elle. Ça veut dire notamment comprendre comment les différentes plantes peuvent interagir dans des méthodes d'agriculture intégrée ou de rotation de culture. Ça veut dire combiner les arbres avec les cultures comme on le fait dans l'agroforesterie. Ça veut dire utiliser les animaux en complémentarité avec ce que l'on cultive dans les champs. Et c'est reconstituer au fond à l'échelle de la parcelle des mécanismes de complémentarité entre ces différentes composantes de la nature qui sont les mécanismes que l'on voit à l'œuvre dans la nature. Et donc l'agroécologie, c'est cela, c'est au fond une autre manière de se rapporter à la nature pour en faire un partenaire plutôt qu'un adversaire à maîtriser, à domestiquer. Voilà une prairie qui approche les 20 ans. Donc c'est une prairie qui a été ensemencée avec ce qu'on appelle la graminée et la légumineuse. Donc la graminée, ce sont ces herbes qui sont représentées par des raigrats anglais, du tactile, de la fléole parfois, là il n'y en a pas trop, mais... Et puis la légumineuse, c'est le trèfle. Donc le trèfle, c'est un rhizome. Et c'est ce mélange entre la graminée et la légumineuse qui permet, grâce au fonctionnement, je dirais, naturel du trèfle et de cette légumineuse, de se nourrir, d'absorber de l'azote, de fabriquer de l'azote et de nourrir le sol pour que la graminée puisse tenir, pousser d'une part, mais en même temps résister pendant plusieurs années, faire en sorte que cette prairie dure. Voilà, c'est cette association graminée-légumineuse que nous avons réussi. Alors, cette prairie, elle reçoit tous les 2 ans un peu de compost, de fumier composté, l'équivalent de 20 tonnes tous les 2 ans. Elle est pâturée par les animaux plusieurs fois par an. Et là, nous sommes déjà fin juin. Nous avons fait une pâture début avril, une autre pâture début mai. Et nous y avons fait une coupe, ce qu'on appelle un enrubanage, une récolte en enrubanage début juin. Ça veut dire que déjà, on a 3 fois permis que les animaux viennent se nourrir sur cette parcelle. Donc on va recommencer sans doute à la mi-juillet, on va recommencer à la fin août, on va recommencer sans doute fin septembre et sans doute au mois de novembre. Voilà, ce qui fera dans l'année 7 passages d'animaux sur une prairie comme celle-ci. Donc cette prairie en tout et pour tout, elle a reçu un peu d'engrais bio qui sont donc des mélanges d'oligo-éléments pour aider le sol à se fertiliser et la vie microbienne du sol à se faire, à s'exercer. Hein, voilà. Et uniquement le compost, autrement le fumier composté. Donc le coût d'engrais par an sur des parcelles comme cela, nous sommes en dessous de 100 € par hectare. Et on a une abondance de fourrage au moins 10 mois par an. Voilà. Donc aujourd'hui, une prairie comme cela, elle va arriver je crois que c'est sa 20e année en 2017. Et donc c'est une richesse énorme pour de la production de lait, pour la production de viande aussi.
et puis tous les animaux, parce que les chevaux, les vaches, tout le monde vient pâturer, quoi. Je pense qu'on a les outils qui nous permettent d'intervenir le moins possible dans les équilibres qui sont créés, le moins possible. Et bon, là, on a des salades, par exemple, elles n'ont jamais vu le moins de traitement, ni rien du tout. Donc elles poussent d'une façon complètement naturelle. Les choux, ils ont eu un petit peu d'huile essentielle pour empêcher la pierrite du chou, qui est un papillon blanc qui vient pondre sur les crucifères. Et il intervient en général au mois d'octobre, septembre-octobre. Eh bien, les huiles essentielles répulsives ont fait que les papillons ont trouvé que ce champ n'était pas très attractif, donc ils sont allés ailleurs et ils n'ont pas pondu sur les choux qui sont là. Donc il n'y a pas de problème de parasites après avoir fait cette protection à 2 reprises au niveau du démarrage de la culture, quoi. Donc voilà, ces interventions-là permettent d'avoir des cultures qui poussent d'une façon complètement naturelle, sans intrants, qu'ils soient bio ou pas bio, qui participeraient à perturber l'écosystème de la parcelle, quoi, hein. Il faut des pucerons pour nourrir les coccinelles. S'il n'y a pas de pucerons, il n'y a pas de coccinelles, quoi, hein. Donc il faut qu'il y en ait, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop pour mettre en cause la culture que l'on essaye de faire. Donc c'est cet équilibre qu'il faut savoir mesurer en permanence et sur lequel on essaye d'intervenir si jamais un déséquilibre se produisait, quoi. Très souvent, l'on reste dans un malentendu qui consiste à voir l'agroécologie comme un retour à des techniques traditionnelles passées. En réalité, l'agroécologie, c'est plutôt d'avenir qu'il s'agit. C'est une agriculture qui convient à un monde de ressources rares, un monde qui va affronter les pics pétroliers et gaziers, un monde qui doit absolument d'urgence restaurer la fertilité et la santé des sols. Et ce qu'on a fait par le passé n'était pas toujours favorable à cela. L'agriculture dite traditionnelle, qui se pratique encore dans beaucoup de pays en développement, parfois a épuisé les sols parce qu'on ne connaissait pas les bonnes techniques agricoles, on n'utilisait pas les rotations de culture comme on les comprend aujourd'hui. Et il faut se défier de l'idée que c'est un retour au passé. Je crois au contraire que l'agroécologie, qui est recommandée par les meilleurs scientifiques aujourd'hui, qui veulent réinventer l'agriculture au départ des contraintes d'aujourd'hui, c'est l'avenir et non pas du passé qu'il s'agit. Au début, les gens nous ont un petit peu regardés, hein, nous laissaient faire l'expérience parce que officiellement on était des marginaux, on était des utopistes, donc on nous a laissé faire l'expérience, mais très très vite on a eu des coups de téléphone de producteurs comme nous, maraîchers, qui étaient en difficulté. Très vite on a eu d'innombrables appels de gens qui voulaient bien consommer. Pourquoi ? Parce que la MAP est née quand même en réaction à la vache folle, à la crise de la vache folle. C'est toujours une insécurité alimentaire qui a fait naître ce concept. Au Japon, c'était le cas, voilà. Aux États-Unis, c'était moins des histoires de crise, mais c'était globalement des gens qui voulaient préserver l'écologie. Je me souviens, les gens des CSA, donc aux États-Unis, ils nous disaient « Nous, on n'accepte pas ici que nos salades viennent de Californie, alors qu'on a la Floride à côté. » Enfin, voilà, c'était des écologistes et des gens qui voulaient manger sainement aussi. On a de plus en plus de carences alimentaires, de carences d'éléments, de vitamines dans les plantes, dans nos aliments, parce qu'en fait,
Comme les racines ne vont pas en profondeur, elles sont mal nourries, on fertilise avec les mêmes produits et on a des aliments qui ont des fortes diminutions d'oligo-éléments et d'éléments. Il y a des études qui sont faites peu en France, mais au Canada, à l'étranger, aux États-Unis, qui montrent que, par exemple, dans une pomme, on a perdu pratiquement 100% de certaines vitamines ou de certains éléments. D'où une facture énorme au niveau sanitaire. La majorité de nos maladies, ce sont les carences d'oligo-éléments. Hein. Les compléments alimentaires, c'est quoi qu'on consomme? Il faut qu'on compense avec du fer, du manganèse, du cuivre, du cobalt, je sais pas, il y a une multitude. Alors que dans la nature, ça y est. Mais, vous comprenez, quand on pousse à faire des rendements, on dilue. C'est-à-dire que le fer ou le manganèse qui est mis dans la plante prend dans 80 quintaux, alors quand vous le faites dans 20, c'est beaucoup pour se concentrer. C'est comme le jus de pomme que vous avez goûté. Eh bien, l'année dernière, les pommes étaient petites parce qu'il a fait sec. Le jus de pomme était beaucoup plus sucré. Si on consomme des produits bio qui ont été faits d'une terre qui est bien vivante, il n'y a besoin d'aucun complément alimentaire. Les fruits et légumes qu'on consomme les contiennent, quoi. Bon. Et en plus, ils sont directement assimilables. L'ambition des gouvernements, on pourrait presque dire leur obsession, a été depuis l'après-guerre de réduire la part de l'alimentation dans les budgets des ménages. Cette part était de 35-40% peut-être au sortir de la guerre. Elle est aujourd'hui de 12-13%. On ne peut plus continuer à l'infini dans ces directions. Et c'est très largement une illusion que cette diminution des prix, parce qu'en réalité, on a simplement facturé à la société, aux contribuables, ce que le consommateur ne paye pas. Je pense qu'il y a un vrai travail pour le consommateur d'être rééduqué au niveau de ça et d'accepter de payer la nourriture à son juste prix. Tant qu'on ne fera pas non plus cette démarche-là, les agriculteurs continueront à faire cette agriculture-là, parce qu'ils sont très mal payés pour certains. Donc en fait, il faut qu'on accepte aussi de payer un produit. Si on veut un produit qui soit de qualité, s'il demande plus de main-d'œuvre, il faudra le payer plus cher. Et quand on voit les budgets de la nourriture qui deviennent des pots de chagrin par rapport à autre chose, donc on se plaint de certaines choses, de certaines maladies, mais bien se nourrir ses enfants correctement, c'est aussi la qualité de la vie du futur. Et donc oui, on est condamné, je pense, à terme, à aller vers des prix qui soient plus justes, qui soient le meilleur reflet de la réalité des coûts de la production agricole. Mais ceci doit être compensé par des politiques sociales beaucoup plus généreuses qui protègent les ménages pauvres, les familles à bas revenus, de la nécessité d'aller vers l'alimentation low cost. Et je pense qu'il faut sortir de cette idée que la solution à tous nos maux, c'est produire plus, écraser les prix et faire payer par le contribuable en subsides ou en politique environnementale ou de santé publique ce que le consommateur de denrées alimentaires ne paye pas. Donc ce soir on a 60 personnes qui viennent chercher leur panier et donc là il y a 60 pièces de ce type là. Donc voilà, ils ont été récoltés, livrés tout de suite après, enfin livrés. Ils vont venir les chercher, donc au niveau fraîcheur on est au top là. Et puis après, donc ça c'est pour les personnes qui viennent rechercher leur panier. Et ça c'est pour le lycée. Alors le lycée c'est un peu différent comme formule, c'est en AMAP également. Mais eux en fait on les livre le mercredi matin. C'est comme un resto en fait. On lui prépare ses commandes qui sont de l'ordre de X paniers, ça dépend de la semaine et puis de la saison. Il y a une chose qui est certaine, c'est que la trajectoire que l'on a suivie depuis 50 ans, aujourd'hui doit être profondément repensée. Et elle doit être repensée notamment parce qu'elle a homogénéisé l'agriculture sans laisser un espace suffisant aux producteurs comme aux consommateurs de faire des choix différents. Et lorsque on a créé dans le sud de la France les premières AMAP qui aujourd'hui se sont généralisées et qu'on a développé
des circuits courts reliant les consommateurs aux producteurs. C'est cela qu'on a voulu faire, c'est créer de la sociodiversité, développer des choix aussi bien pour les producteurs que pour les consommateurs, qui évitent à chacun de se sentir prisonniers d'un système sur lequel ils n'ont aucune prise et qui les oblige à être responsabilisés. Ça, cette nouvelle chose, là, les AMAP ou la ruche qui dit oui, tout ce qui s'est mis en place, tout le monde s'y retrouve. Peut-être pas les multinationales, mais tout le monde s'y retrouve. Parce que l'agriculteur, en fait, vend plus cher que quand il est en grande distribution. Et le consommateur, en fait, souvent, c'est guère plus cher, voire même prix, voire des fois même moins cher, que ce qu'il achète dans des magasins ou en grande surface. Et il y a une chose qui est très importante qui y arrive, c'est qu'en fait, il y a un dialogue. Et on peut faire changer, nous on voit des gens qui en fait, il y a une discussion de dire ma carotte ou ma salade, elle n'est peut-être pas si bien que ça parce que j'ai un aléa climatique. Donc c'est un vrai rapport, ça remet les gens qui sont en ville à la connaissance du sol, du climat. Il n'y a plus beaucoup, non, j'en ai pas. Moi quand je plante une salade ou quand je récolte une salade comme ce matin, je sais qui va la manger, quoi. Je connais chaque personne qui va manger cette salade. Et j'ai vraiment envie que cette salade leur apporte à la fois tout ce qu'il leur faut pour qu'ils aient une bonne santé et aussi qu'elle soit la meilleure possible. Et moi, ça me responsabilise vachement vis-à-vis de... quand je produis un produit qui part sur une filière longue, qui part sur une centrale d'achat, on m'impose tellement de conditions que j'en oublie le destinataire qui va consommer le produit, quoi. Et je suis déresponsabilisé de ce destinataire et plus responsabilisé sur les contraintes qu'on m'impose, quoi. Le problème de ce qu'on consomme dans les magasins, vous n'avez pas de rapport. Par exemple, les céréaliers, nous on a des céréaliers qui disent « Pourquoi je ferais de la qualité ?» En fait, je vends à la coopérative, même si mon blé est bien, personne ne sait que mon pain vient de mon blé, de mon nom. Et dans les AMAP, c'est ça, vous avez le producteur qui vous parle de ses fraises, de ses salades, qu'il a produites, qu'il a aimées. Et ça, c'est un autre rapport à l'aliment qui est quand même hyper important. Et je pense que ça changerait aussi la donne. Donc ça, je trouve que c'est très très important. Et de même qu'ils se sentent responsables de nous, parce que c'est par leur fidélité qu'on existe. Et donc il y a une responsabilité réciproque qui crée le lien de ce concept qui est un concept solide, quoi, et qui donc peut se pérenniser à partir de là, quoi. Nous avons des modèles qui s'opposent. Cette opposition, cependant, est à relativiser à mes yeux pour deux raisons. D'abord parce que très souvent, les acteurs qui parlent au nom de ces modèles sont des syndicats, la FNSEA qui s'oppose à la Confédération paysanne par exemple, et les représentants du monde agricole ont parfois des propos beaucoup plus schématiques et caricaturaux que les agriculteurs et agricultrices eux-mêmes, qui en réalité ont très souvent une combinaison de pratiques et sont à des titres divers en voie toujours de transition. Moi je pense que les collègues conventionnels, s'ils avaient plus de liberté de choix, beaucoup changeraient de mode de production. Et ensuite, ils sont complètement tributaires des organisations économiques ou du marché dans lequel ils sont.
et qui leur interdit notre vision, parce que c'est vrai que par rapport au marché où ils sont, ce qu'ils font, ils ne peuvent pas faire autrement. Donc quand on leur dit faites autrement, mais si c'est pour aller dans ce marché, c'est pas possible. Donc ils sont dans une impasse. Et là, pour se défendre, ils disent ah, mais ça c'est l'utopie, etc. Effectivement, c'est une utopie. C'est-à-dire que si par contre ils changent la phase finale de leur travail, c'est-à-dire la commercialisation, et s'ils en ont la maîtrise, ils reprennent la maîtrise sur leur mode de production, ils reprennent le pouvoir et leur autonomie, et là ça change tout, et je suis sûr que les 3/4 d'entre eux seraient prêts à le faire, quoi. S'il n'y a pas en permanence une perfusion d'aide publique, et donc ponction de l'impôt et sauvetage de systèmes qui théoriquement est contraire au libre-échange et au marché, et donc interdit, parce que c'est contraire à la concurrence. On est dans ce monde-là aujourd'hui avec l'Organisation mondiale du commerce. S'il n'y a pas cette perfusion, le système ne va pas aller loin. Il doit s'écrouler de lui-même. Peu à peu, on voit des agriculteurs qui pratiquent l'agriculture conventionnelle, qui prennent conscience du piège dans lequel ils sont en train d'être enfermés, où les prix des intrants sont de plus en plus volatiles et de plus en plus élevés, et ça va se poursuivre avec le pic pétrolier et gazier qui va rendre ce prix de plus en plus inabordable, et avec des acheteurs de matières premières agricoles qui ont une situation extrêmement dominante dans les chaînes de transformation agroalimentaire et qui ne rémunèrent pas l'agriculteur, l'agricultrice pour le juste prix de son travail. Et par conséquent, ces agriculteurs sont tous en recherche d'autre chose. Et c'est vrai que les paysans qui aujourd'hui réfléchissent à réduire les coûts de production pour être à nouveau, j'aime pas le mot compétitif, mais efficace économiquement et socialement et environnementalement, les gens qui donc remettent les prairies dans les territoires, ceux-là, ils vont passer le cap, ils vont s'en sortir. Mes recherches sur l'agroécologie montrent que dans bien des cas, il est moins coûteux de pratiquer l'agroécologie, non pas parce que l'on produit davantage, on produit plutôt moins, mais parce que l'on réduit très nettement les coûts de production. Et cette réduction des coûts de production compense très largement la chute relative de rendement, qui en plus est une chute qui parfois est compensée par une plus grande stabilité de la production agricole. L'innovation, à partir du moment où elle remet en cause fortement un système lourdement installé, demande pour qu'il puisse s'installer d'abord à côté, qu'il puisse éventuellement prendre sa place après, mais qu'il ait le droit à l'existence, demande déjà un courage militant au niveau de ses acteurs et après un courage politique au niveau des décideurs. Et ça, c'est... Bon, le courage des acteurs en général, il existe, mais le courage politique, il devient de plus en plus rare, aujourd'hui. Les pouvoirs publics ont une responsabilité à l'égard des populations, à l'égard des générations futures, à l'égard de la viabilité même de l'agriculture, de transformer le système. Cette responsabilité, elle doit être assumée en transformant les conditions dans lesquelles les agriculteurs et les agricultrices opèrent. Il me paraît difficile d'exiger de cette population-là qu'elle fasse elle-même cette révolution dans le marché. Il faudrait aménager les conditions pour que l'agroécologie puisse s'épanouir et c'est au pouvoir public de le faire. Il y a une décision que j'ai beaucoup aimée, c'est celle du ministre de l'Éducation nationale de Berlusconi en juin 2005, qui décide au mois de juin, à la rentrée septembre, toutes les cantines italiennes seront bio. Ça a foutu un bordel pas possible, mais aujourd'hui, 10 ans après, l'Italie est leader en Europe avec 25% de son agriculture qui est bio. Donc il a eu un courage politique parce qu'il a foutu un merdier pas possible. Mais le bilan que l'on peut voir, c'est que grâce à lui, l'Italie est leader, a gardé ses paysans, a gardé ses savoir-faire, etc. Les conséquences de cette décision sont excessivement positives. Ce qui est vrai, c'est que beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices
impatients, lassés d'attendre du gouvernement qu'il fasse davantage, inventent leur propre niche, leur propre chaîne directe les reliant à des producteurs, leur propre manière de travailler entre eux pour s'échanger les bonnes pratiques, parce que le gouvernement ne crée pas ces conditions. Mais malheureusement, il faut être extrêmement motivé, extrêmement résilient par rapport aux incertitudes qui planent sur cette révolution agroécologique pour persister dans ces pratiques comme agriculteur. Et donc je pense que le gouvernement devrait faire davantage. Donc le courage politique, c'est de dire non, c'est maintenant, quoi. Là, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Qu'est-ce qu'on prend comme décision? Et quand on a des innovations comme celle-là, on prend la décision de les exploiter grandeur nature et en donnant les moyens pour que ça puisse se faire. Comment réintroduire des vraies politiques agricoles qui remplissent des missions et des fonctions dans les territoires? L'Europe est concernée. Sa politique agricole commune, tous les 5 ans, elle est revisitée. Si à un moment l'Europe ne se pose pas des questions sur les virages à prendre pour éviter que le productivisme continue, l'Europe ira vers la fin des paysans. Et si on va vers la fin des paysans, il y aura beaucoup de monde à avoir faim. Hein? Ça, c'est le danger. Donc je crois que la coopération entre les pays et entre les peuples, elle est là, à tout niveau. Et on évitera aussi des conflits. Donc il faut qu'on arrive à se parler, qu'on outrepasse un peu nos égos et qu'on se dise, voilà, les objectifs principaux. Et l'agriculture et l'alimentation, quelque part, c'est la colonne vertébrale de nos manières de vivre. Et ça fait le reste. Non, moi, mon angoisse, elle est plus dans le fait que l'agriculture paysanne disparaisse complètement en France. On est à deux doigts, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 450 000 paysans en France. La FNSEA considère qu'il y en a encore 250 000 de trop. À 200 000, c'est suffisant, quoi. Là, ça veut dire qu'on aura tout perdu, quoi. Et donc, il faut un moment un débat. Et malheureusement, l'agriculture, elle a été très malmenée par, je dirais, la pression de lobbies qui ont une capacité à inventer, avant, comme l'éclair, je dirais, toujours un système dans une fuite en avant qui n'est plus reproductible. Et cette fuite en avant, on est au bout du système. Le fait qu'on ait éliminé 80% des paysans en l'espace de 60 ans, on est au bout du système. Et quand on parle de transmettre les fermes à des jeunes, les grosses exploitations, moi j'ai envie de dire maintenant, même en France, même en Europe, même dans des régions du monde où l'agriculture, elle a un siècle de développement motorisé, il faut parler de réforme agraire. Parce qu'ici, maintenant, les fermes qui ont 100 ou 120 ou 150 hectares, eh bien, le capital à reprendre risque d'être pris par des grosses firmes. Et si j'étais formé pour faire un exploitant agricole, j'étais content de faire, je me suis régalé de le faire parce qu'on a pu nourrir les gens très vite, mais il est grand temps d'arrêter parce qu'on est en train de s'auto-détruire nous-mêmes. Et quand je pense qu'aujourd'hui, l'agriculteur, qui est là pour nourrir les hommes, n'arrive plus à se nourrir, vous m'entendez, sur sa ferme. Puisque vous avez une multitude de fermes aujourd'hui qui ne sont plus positives dans leurs finances. Voilà. Et ça, il n'arrive plus à se nourrir lui-même, alors qu'il a pour nourrir l'homme, il ne peut plus se nourrir sur sa planète. Puisque c'est un assisté de la société avec les subventions. Mais le monde est renversé. Le monde est renversé. C'est ça le problème. Il faut que je mesure la longueur du fil là. S'il peut aller là, ça me permettra de ne pas gaspiller le fil parce qu'à chaque fois qu'il est coupé et rafistolé, ça fait des pertes de courant et potentiellement des pertes de vaches ou d'autres bestioles. Quand je regarde les enfants, mais aussi les jeunes qui, comme eux, reviennent à la ferme. Émilie a beaucoup de copines et de copains depuis 2 ans qui sont revenus. Ils ont 35 ans, 38 ans, 40 ans, ils ont bossé dans une banque, d'autres dans le milieu médical, d'autres. Donc tous ces retours dans la baie du Mont-Saint-Michel, à élever des brebis sur une ferme du littoral, tous ces garçons et ces filles que j'ai vus revenir
ils n'ont pas la même approche que nous. Je les sens beaucoup plus affirmatifs sur, par exemple, la défense et la protection de l'environnement, de la qualité des produits. Ils s'inquiètent des conséquences de ce qu'ils font beaucoup plus que le paysan qui a le nez dans le guidon et qui est comme ça depuis des années et qui finalement, peut-être qu'en relevant pas trop le nez du guidon, ne se rend peut-être plus compte parfois des éléments négatifs. Donc je suis vraiment agréablement surpris de l'état d'esprit. Et c'est vrai que dans les relations de cette catégorie, de ce type de retour à la ferme aujourd'hui, on retrouve beaucoup des analyses très proches de l'agriculture biologique et de la volonté de servir un produit alimentaire au quotidien qui soit de nature irréprochable. Et ça, je l'entends beaucoup. Et c'est vrai que on est parfois surpris, mais quand on est dans une ferme en agriculture biologique, on prend la débroussailleuse. On prend le matériel parfois manuel et autres. Et je suis agréablement surpris de voir comment les jeunes, parce qu'il faut travailler beaucoup, mais je crois qu'ils le font avec un réel plaisir. C'est pas du tout sous une forme de contrainte. On sent vraiment le plaisir. Et je ressens cela chez beaucoup de ces jeunes qui sont revenus récemment. Un sol, en fait, il a des lois qu'on n'arrête pas de violer. Un sol, il suit ses lois, et si on se remettait à suivre ces lois, c'est-à-dire à le respecter, à mettre la matière organique en surface, à le couvrir, à travailler avec des couverts, en fait, on pourrait renverser la vapeur. On a fait un tel chemin qu'on en a pour un moment pour essayer d'effectivement, si on voulait revenir à ce qu'on pouvait avoir il y a une cinquantaine d'années, de toute manière, ça prendra beaucoup de temps. Parce que quand on arrête une pratique, de toute manière, il y a une inertie du système. Un sol qui est en agriculture conventionnelle, ce n'est pas un sol qui est mort. Les organismes sont là, mais il ne faut pas croire que l'année d'après, on va en avoir 3 fois plus. Il va leur falloir du temps pour recoloniser et pour remonter leur niveau de population. Les sols sont de plus en plus dégradés, c'est-à-dire que les sols ne sont plus fertiles, ils sont fertilisés, mais ils ne sont plus fertiles. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de faire comprendre aux agriculteurs. Vous avez un sol fertilisé, mais il n'est plus fertile. C'est-à-dire que si vous arrêtez la fertilisation, il n'y a plus de rendement, quoi, hein. C'est-à-dire que si l'Europe arrêtait en ce moment les engrais chimiques, on produirait beaucoup moins qu'au Moyen-Âge. Ben oui, et on ne va plus parler de rendement dans l'avenir. Les rendements, c'est pas possible. Parce que oui, mais qu'est-ce que tu fais comme rendement? Comme vous m'avez dit, quel rendement? De 20 quintaux à 72. On va parler de valeur énergétique hectare, c'est de ça qu'on va parler. Donc, vous vous rendez compte, la mentalité qu'il faut changer dans le monde paysan, dans le monde de la transformation, dans le monde de la distribution, dans le monde de la consommation. Donc voyez-vous, le changement de mentalité, c'est réellement un changement de culture, d'institution, des institutions technoscientifiques, y compris d'enseignement. Bon, là, c'est ce qu'on appelle, pour faire riche, un changement de paradigme. Bref, les problèmes des années 2010 ou 2020 ne sont pas comparables aux problèmes des années 1950 et 1960. Il ne suffit donc pas de faire plus et mieux ce qu'on a fait par le passé, il s'agit de changer de cap. Et pour ça, il faut une conception du progrès qui est effectivement différente et qui n'est pas simplement linéaire comme par le passé. Faisons la preuve que c'est possible. Voilà. Nous, vraiment, quand au bout de 10 ans, on a vu que ça marchait, le nombre d'AMAP, et puis on nourrissait quand même quelque part, hein, même si ce n'est pas totalement chaque ferme, par filière, on nourrit, voilà, hein, par catégorie, par produit, on nourrit. Donc on était quand même content d'apporter la preuve que c'est possible. Nous, on n'a jamais demandé à ce que les AMAP nourrissent 100% des Français. Les Japonais qui ont démarré bien avant nous, à la fin des années 60, il y en a 1 sur 3 qui est dans ce système aujourd'hui, quoi. Mais ça leur a permis de garder 10% de leur population sur les agriculteurs, sur 0,8 hectares de surface. Ah, c'est un autre modèle, et ça marche. C'est la population qui vit la plus longtemps sur la planète. On peut se demander pourquoi, on peut essayer de réfléchir. On entend parfois des gens dire « je dois nourrir le monde ». Non. C'est
toutes les différentes formes d'agriculture respectueuses des hommes et de l'environnement et des cultures et des religions qui doivent permettre de nourrir la planète. Voilà. Donc c'est ces questions-là qui sont fondamentales. Une logique économique s'oppose à une logique écologique. Mais il y a une grande différence entre ces deux logiques. C'est que la logique écologique s'impose à nous sans que nous puissions la maîtriser ou la transformer. On ne négocie pas avec la nature. Par contre, la logique économique peut être transformée. Et l'agriculture a un avenir considérable s'il accepte les lois de la nature telles qu'elles sont. Sinon, je dois vous dire, c'est grave parce que c'est la nature qui reprendra ses droits.